Eh bien bonjour, mon nom est Thierry Toupé. J'ai 35 ans d'expérience dans le développement de logiciels. Mes différents rôles ont été de l'analyse programmeur jusqu'à chargé de projet. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Mavalsoft et j'ai décidé donc de dynamiser un petit peu le développement autour des produits de PCsoft en offrant le code source de deux bibliothèques, une étant ma bibliothèque de base avec des outils que je vais vous présenter tout à l'heure, et l'autre étant une bibliothèque permettant de faire du développement de bases de données en objets. Et vous allez voir comme c'est intéressant, surtout avec le générateur de code. Et tout ça, bien sûr, pour WinDev, WebDev et WinDev Mobile. La présente présentation durera environ 2 heures. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert WinDev 27 et j'ai ouvert le projet WX Open Framework qui est offert dans le code source que vous pouvez télécharger. Ce projet est séparé en deux composants internes. Un qui permet d'avoir des outils de base sous la forme de classes. On va les énumérer par la suite. Et un autre composant interne pour la gestion des bases de données. Donc en ce qui concerne le core, donc ce que j'appelle le core, c'est en fait plein d'utilitaires de base qu'on utilise souvent lorsqu'on fait du développement. Nous avons je ne vais pas vous les énumérer par ordre alphabétique, parce que en fait, je pense qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc le core contient une suite de perso-dossiers, et dans chaque perso-dossier, il y a des classes qui sont relatives au nom du perso-dossier. Par exemple, le perso-dossier de base, qui s'appelle PDC Core, contient des classes de base, comme par exemple la définition d'une classe, la classe qui permet d'instancier des objets, les classes statiques, et puis les interfaces qui ne sont plus utilisées à l'heure actuelle parce qu'il y a quelques problèmes avec les applications mobiles. Donc nous avons le core ici, puis ce sont des classes de base, et puis ensuite nous avons aussi un autre perso-dossier très important qui est le gestionnaire d'événements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des objets qui permettent, sur lesquels on peut s'abonner, mais aussi à partir duquel ce sont ces objets-là qui vont aussi émettre des événements et qui vont donc signaler à tous les abonnés l'émission d'un événement particulier. Donc ça, on verra par la suite. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer de manière plus approfondie l'utilisation de ces classes-là. Donc, entre autres, nous avons aussi une gestion d'erreurs. Nous avons des classes qui sont utilisées souvent en objet, comme par exemple les classes comparables, qui permettent de comparer des objets entre eux, des classes sérialisables. Okay. Nous avons aussi des classes pour des objets updatables, donc ce sont des objets qu'on peut mettre à jour. Donc ces objets-là, c'est intéressant lorsqu'on a des objets de ce genre-là, de cette classe-là, c'est qu'on peut les mettre dans une pile d'objets à mettre à jour. Et puis ensuite, la mise à jour se fera au moment où on va y accéder pour des besoins. Que tant qu'on n'y accède pas, c'est pas la peine de mettre ces objets à jour. Ensuite, nous avons d'autres classes utilitaires. Nous avons des classes pour gérer le XML. Je ne vais pas sur Zoho, qui sont des classes spécifiques à des solutions externes. Donc nous avons des classes utilitaires, comme je vous disais. La gestion des couleurs, la gestion des dates et heures. C'est une classe qui est assez importante. On va l'ouvrir pour montrer. Vous allez voir que le nombre de méthodes disponibles est assez conséquente. Et vous remarquerez aussi que c'est une classe qui est statique. Donc la plupart des méthodes qui sont dedans sont des méthodes globales. Alors bien sûr, beaucoup de développeurs qui commencent en objet ont tendance à développer de cette façon-là. Développer des classes statiques comme si c'était des librairies
Et puis ensuite, chaque classe statique a un ensemble de méthodes globales, comme si c'était des procédures dans des collections de procédures. Là, c'est vraiment du spécifique pour cette classe-là. Si on en regarde une autre, par exemple géodésique, on remarquerait qu'il y a très très peu de classes globales. Quoi qu'il y en a pas mal sur celle-là. C'est une mauvaise, un mauvais exemple. Et si je prends, c'est vrai que ce sont des classes utilitaires, donc c'est sûr que là, mais si je prends une autre classe, par exemple la gestion du son, vous voyez que ce sont des classes qui n'ont pas de méthode globale, parce qu'on va instancier le gestionnaire de son, et ensuite on va l'appeler pour, par exemple, émettre des sons, pour augmenter son volume, etc. etc. Il y aura aussi des classes de gestion de services. Alors, des services, ce sont des méthodes qu'on va appeler de manière récurrente ou par des threads. Ensuite, nous avons des classes de gestion de la réflexion. Donc, c'est définir, en fait, la réflexion, c'est accéder aux métadonnées de la classe, d'une classe, pour pouvoir récupérer la liste de ses membres, la liste de ses méthodes, etc. Le problème, c'est que en développement Android, la réflexion n'est pas accessible. On ne peut pas accéder à getDefinition ou définition directement en Android. C'est la raison pour laquelle j'ai développé directement des classes de gestion de réflexion. Vous allez voir par la suite que des méthodes vont être générées pour pouvoir justement définir la réflexion de chacune des classes. Les paramètres. Alors les paramètres, j'aime bien avoir... Vous savez, quand on fait par exemple des développements de web service REST, par exemple, on a tendance à mettre des paramètres à chaque méthode. Même en SOAP, c'est pareil. Là. Mais le problème, c'est qu'on perd la compatibilité dès qu'on veut ajouter un paramètre, etc. J'ai pris pour habitude, lorsque j'utilise des web services, c'est de passer en paramètre une instantiation d'un objet de cette classe-là, qui s'appelle CellParameters, dans lequel, en fait, c'est quoi? C'est un tableau de variants. Et chaque membre de ce tableau-là est nommé. Il y a une clé qui est son nom. Donc, si j'ai envie d'ajouter un nouveau paramètre à l'appel d'une méthode, eh bien, il suffit que j'ajoute l'instance, la valeur nommée de cette nouvelle variable. Au niveau des fichiers, on a des classes importantes qui sont, par exemple, la gestion des fichiers INI, évidemment, parce que bon, la plupart des applications fonctionnent avec des fichiers INI. Des fichiers de log, ça c'est aussi important pour pouvoir éventuellement faire du debug si nécessaire, ou éventuellement créer un fichier de log pour certains besoins de clients. Pour ces classes-là, je ne vais pas les énumérer, on verra ça par la suite, parce que ce sont des classes spécifiques selon des besoins, que j'ai mis là parce que j'ai tendance, lorsque je développe, à généraliser le plus possible. Un gestionnaire de répertoire qui va servir essentiellement pour faire du web, pour pouvoir envoyer, ou pouvoir sauvegarder des images à travers différents répertoires, et c'est Self-Folder Manager qui gère ça. Bon, le Self-File, c'est évidemment une classe parmi tant d'autres de gestion de fichiers. Des classes de cryptage et de décryptage. Je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est assez souvent utilisé lorsqu'on veut faire de la communication entre différents process de manière sécurisée. Ces process pouvant être un client avec un web service, par exemple. On veut faire du REST, mais on veut que les données qui sont envoyées au web service soient complètement encryptées de manière à ce qu'il n'y ait pas que n'importe quel sniffer de code ne puisse pas accéder aux informations lorsqu'elles sont assez cruciales. Pour les classes importantes, nous avons la gestion des collections. Okay, ça, c'est important. On s'en sert beaucoup. Donc, les collections, c'est quoi? Si je prends une classe collection, c'est un objet événementiel, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de méthodes qui sont rajoutées là-dedans.
qui permettent d'ajouter des éléments dans la collection. Souvent, ce sont des objets, mais ça peut être n'importe quoi. Des méthodes de base, donc comme clear pour vider la collection, ajouter un objet une seule fois, etc., pour être sûr d'ajouter qu'une seule fois. Vous allez voir qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Faire des copies de collection, créer une instance qui est gérée par la collection, vous verrez comment on fait aussi. Serialiser, désérialiser une collection. Alors, il y a deux méthodes parce que une collection est sérialisable. Donc, si on regarde cette classe-là, elle hérite bien de sérialisable. Donc, il y a une méthode qu'il faut absolument définir au niveau de la collection parce que c'est important lorsqu'on veut envoyer des données. Une collection à sérialiser. Et j'ai aussi un serialize XML pour des autres besoins particuliers. En fait, lorsque je fais des serialize XML, je vais utiliser, c'est parce que j'utilise les objets de cette classe qui sont là. Des recherches dans la collection, des recherches par clé, un accesseur pour accéder à un objet indicé, simplement. Cloner, on a aussi la gestion des clones, je ne vais pas montrer parmi les classes importantes. Les objets peuvent être clonables, c'est-à-dire qu'on peut demander à tout moment d'un objet de se cloner, et c'est souvent utilisé pour lorsqu'on fait par exemple, lorsqu'on a un objet qui est un enregistrement de la base de données, on le clone pour le mettre dans un éditeur, et ensuite on va modifier le clone dans l'éditeur. Lorsqu'on va faire save, on va regarder, on va comparer ce clone avec son parent original, pour regarder s'il y a des modifications qui ont été effectuées. S'il n'y en a aucune, on ne va rien faire, on ne va pas appeler la base de données pour rien. Puis s'il y en a, on va faire ce qu'il faut. Ensuite, on peut insérer, on peut supprimer une collection dans une collection, une sous-collection. Okay. On peut faire beaucoup de choses. On peut même trier. Voilà. Donc ça, c'est la classe de base des collections. Et vous allez voir qu'il y a des classes qui en héritent, qui sont très très souvent utilisées, surtout pour l'accès aux bases de données. Et enfin, on a la classe principale de ce composant interne, qui est le représentant de l'application. En fait, j'ai pour habitude, lorsque je développe, de ne jamais avoir de variable globale, sauf une. Mon projet, vous allez voir tout à l'heure que mon projet est le code de mon projet est extrêmement simpliste. Alors pourquoi je fais ça? Déjà, il y a une raison assez importante, c'est que lorsqu'on développe en équipe et qu'on développe donc avec le GDS, si on veut modifier le code d'un projet, d'autres membres de l'équipe ne peuvent pas. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, s'ils veulent modifier l'analyse, ils ne pourront pas la générer parce que le fichier projet aura déjà été pris dans GDS par quelqu'un d'autre. Donc on essaye au maximum de limiter le fait de prendre le code de projet à partir de GDS. C'est pour ça qu'on le simplifie. Puis si on a besoin d'une globale, on peut très bien avoir une classe qui hérite de celle application dans lequel on va mettre les membres et les propriétés qui regroupent ces différentes globales. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc voilà pour le composant interne de base concernant le core. Okay. Il y a aussi autre chose que je ne vais pas montrer. C'est la classe de configuration qui est une classe statique. En fait, c'est une classe abstraite. On ne peut pas la sortir nulle part. Ce que ça fait, cette classe-là, c'est que en fonction de ma configuration, puis de ma version que j'aurais définie, une version de WinDev que j'aurais définie ici, je vais automatiquement allumer ou éteindre des constantes. Le code de WX Open Framework est compatible, le même code, de la 24 jusqu'à la 28. Pour pouvoir différencier certains codes entre les différentes versions, eh bien, je vais mettre de la compilation conditionnelle. Par exemple, si on regarde DB utile,
c'est utile, et que je vais en bas. Vous vous rappelez qu'à partir de la 27, avant on utilisait J-Link, par exemple, ou J-Link Activate. Excusez-moi, je programme en anglais parce que c'est plus facile lorsqu'on programme en anglais pour aller changer de langue, passer au C#, passer à Java. Moi, je programme en Windev en anglais parce que ça fait 35 ans que je développe et l'anglais est ma langue naturelle lorsque je fais du développement. Il peut encore y avoir quelques résidus français dans le code, mais j'essaye au maximum d'angliciser le code de mes composants et de mes produits. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, j'ai mis une compilation conditionnelle pour dire si ma version, c'est à partir de la 27, hein, c'est ce que je dis, et bien maintenant, je vais utiliser GStoredValue. Okay. Si c'est avant la 27, et ben, je vais utiliser glink. Pareil pour, pour allumer la gestion des glink, ici. Okay. Donc, c'est intéressant parce que du coup, en appelant ces méthodes globales-là, je me fiche maintenant de savoir si mon code utilise les anciennes méthodes ou les nouvelles méthodes fournies par PCSoft. Vous allez voir que dans ce code, ça arrive très souvent. Et par exemple, lorsque je suis sur Android, mon hstring, je vais utiliser ce code-là. Donc, si je ne suis pas, mon hstring va utiliser celui-ci. Okay. Ainsi de suite. Il y a des méthodes qui seront disponibles, mais qui n'auront aucune fonction, par exemple, dans ce cas-là, si on est en mode mobile. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'a pas accès à la réflexion lorsqu'on est en mode Android. Donc, comme cette méthode-là, c'est une méthode d'accès aux informations de réflexion, du coup, ça va renvoyer en fait un tableau de vide, un tableau de chaîne vide. Ainsi de suite. Et il m'empêche que dans mon code appelant, que je sois en Android ou pas, ou en mobile ou pas, je peux quand même appeler cette méthode, sauf qu'en mobile, ça va m'envoyer un tableau vide. Ensuite, ça c'est le corps. Bon, maintenant, on a aussi un deuxième composant interne qui vous est fourni gratuitement avec ce projet, qui est la gestion des bases de données. Alors, on a tout d'abord une classe qui en fait hérite de l'application, qui est donc le représentant de l'application, mais dans lequel on va pouvoir instancier une ou plusieurs bases de données. Alors, la plupart des applications n'utilisent une seule base de données. Alors, si on utilise plusieurs, on va pouvoir y accéder par ces tableaux-là. Okay. Si on utilise qu'une, généralement, ce membre-là va être affecté directement à la base de données en question. Alors, vous remarquerez, par exemple, juste pour faire un petit aparté, que la classe CLDB application peut générer des événements. Alors, comment c'est fait? En fait, on définit deux globales, deux constantes. Et cette méthode, ces constantes-là sont initialisées dans une classe qui s'appelle initializeClass, qui va demander à la classe ObjectEvent de lui fournir en fait un identifiant unique. Okay. Puis je lui donne le nom en paramètre, comme ça, lui, à son niveau, il saura que le numéro qu'il va me fournir, c'est ce nom-là, pour éventuellement en faire des traces. Donc j'initialise des classes comme ça. Comme le CL application hérite de CL ObjectEvent, rien ne m'empêche de notifier. Donc, par exemple, lorsque un utilisateur se connecte, eh bien, je vais appeler une méthode qui s'appelle Notify et je vais passer le nom de l'événement. Je pourrais passer derrière des propriétés, des paramètres.
Donc la méthode qui va être appelée va recevoir automatiquement ces paramètres. Et comme là, c'est juste pour signaler qu'un utilisateur se connecte, ou ici un utilisateur se déconnecte, un simple appel à Notify. Petit aparté sur les événements. Puis ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on fait des traitements, processing, puis on veut notifier les appelants de l'état d'avancement du processing, et bien on peut très bien notifier des différents événements pour que les appelants puissent être informés du statut d'avancement. Ensuite, on a une autre classe assez importante, en termes de code, c'est CL Database. Vous avez remarqué tout à l'heure, la classe DB application, elle a une database. Donc, CL Database, c'est quoi? Vous voyez le nombre de méthodes qui sont disponibles pour la database. C'est en fait une classe qui représente une base de données. On ne va pas rentrer en détail là-dessus, parce que ce que je voudrais vous montrer, dans un premier temps, c'est vraiment l'utilisation rapide de ce système-là. Donc on a pas mal d'informations là-dedans qu'on pourra relire. On va aussi revoir à l'occasion d'autres vidéos. À savoir quand même que cette database, lorsqu'on l'instancie, il va aller chercher le nom de l'analyse, et puis il va récupérer sa version. Donc on a pas mal de choses, savoir si on est connecté, ce sont des propriétés, tout ça. Puis ce qu'on a aussi, c'est bien sûr récupérer, on ne voit pas, mais on doit avoir un load setting quelque part, ici. Donc un load setting, ça je ne vais pas le mettre, on va l'enlever. Le load setting sert à définir des informations de connexion par défaut, et puis ils seront enregistrés dans un fichier ini. La connexion, on va faire un load setting, puis on va faire la connexion, puis la connexion, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher toutes les informations, elle va ouvrir la connexion, puis elle va faire tout ce qu'il faut, éventuellement elle va même gérer le fait qu'on a changé de numéro de version de l'analyse. Des fois, des changements de version de l'analyse provoquent des méthodes à appeler, des traitements à appeler, parce qu'on a changé de version. Par exemple, lorsqu'on a un cours qui avant avait un professeur, donc on avait une relation entre le cours et le professeur, puis du jour au lendemain, on décide que finalement un cours pourrait avoir plusieurs professeurs ensemble, eh bien là, il faut changer l'analyse pour qu'il y ait une relation NM, et lorsqu'il y a une relation NM, il faut pouvoir relire l'ancienne base de données pour changer le professeur qui était affecté auparavant en une relation entre un cours et un professeur. Donc, c'est pour ça qu'on a des traitements à faire comme ça lorsqu'on change de version, parce que parfois c'est des traitements assez complexes, et ce système permet de le faire. Voilà globalement pour la gestion des bases de données, mais ça on rentrera aussi dans le détail sur des versions ultérieures, des vidéos ultérieures que je me ferai un plaisir de vous envoyer. On a des collections, bases de données, alors vous voyez que ça hérite de cette collection, si ce n'est que lui gère quoi? Va gérer une table. Vous verrez un peu comment on fait ça. Alors, la collection, elle a une méthode qui s'appelle load. En fait, la méthode load permet de remplir la collection avec des enregistrements, des objets, qui vont répondre à la condition qu'on avait donnée ici. Alors, la condition qu'on donne ici, qui n'est pas obligatoire, c'est une condition SQL. Puis l'order by est aussi du SQL. Donc la méthode, ce qu'elle va faire, c'est que le load va charger
tous les objets, voilà, donc appeler à la fin une requête, on va remplir une query ici, puis elle va donc appeler le select. Et puis, si le select fonctionne bien, ben, pour tous les enregistrements qu'il aura trouvés, il va instancier l'enregistrement, puis il va l'ajouter dans la collection. Ensuite, on a des méthodes pour supprimer, comme par exemple la collection a des enregistrements qui sont dans la collection, et puis on décide en fait de supprimer tous ces enregistrements de la base de données. On appelle le DB delete, puis lui, ce qu'il va faire, c'est parcourir chaque enregistrement, puis pour chacun d'eux, va faire appeler delete record. Je ne vais pas encore présenter, on va y aller tout à l'heure. Le DB update fait la même chose, sauf que ben, là, c'est un update. Alors l'update, c'est une méthode particulière qui fait soit le create, soit le modify automatiquement. Il sait si l'objet, l'enregistrement qui est dedans, si c'est un enregistrement qui a été déjà instancié, qui a été enregistré dans la base de données ou pas. S'il n'a pas déjà été, il va faire un create. S'il a déjà été, il va faire un update. On va voir ça aussi par la suite. Okay. Pour des recherches, etc. Toujours un peu les mêmes méthodes, mais un peu complexifiées parce que les objets qu'on manipule sont un peu plus complexes. Okay. Ça aussi, ça fera l'objet de vidéos ultérieures. Alors, on va aller tout de suite sur les records, parce que les records, c'est ce qu'on va manipuler pratiquement tout le temps. Donc, le record, ce qu'il a, c'est une table, le nom d'une clé, la clé principale, le nom du membre qui contient son identifiant, principalement. Donc, la méthode qu'il a, c'est la propriété, c'est PID. PID, ça va récupérer son identifiant unique. C'est ce qu'on utilise souvent lorsqu'on fait des clés dans lorsqu'on utilise des identifiants automatiques dans les tables, par exemple. Okay. En fait, ça va être son. Donc là, il va récupérer sa valeur, puis éventuellement, on va pouvoir affecter la valeur. Je vais vous expliquer après plus tard pourquoi ça sert. C'est important de pouvoir affecter un PID à un enregistrement. Voilà, par exemple, ici, on a une propriété pour savoir si l'enregistrement, c'est un nouvel enregistrement. Voilà, c'est un nouvel enregistrement, si son PID n'a pas encore été affecté. Et évidemment, on regarde si n'existe pas. Si son PID est déjà affecté, on regarde s'il existe encore dans la base de données. S'il n'existe plus dans la base de données, on considère qu'il est nouveau. Alors le load, vous allez remarquer que le load pratiquement a la même syntaxe que le load pour une collection, sauf qu'il n'y a pas de order by, évidemment, mais tout le reste est pareil. La condition, c'est une condition SQL. Donc simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à la base de données si besoin. OK. Et ensuite, il va exécuter la query qui est ici, il va la remplir, et il va l'exécuter. Alors, il exécute en appelant un SQL select de la classe CL Database. Vous allez voir que le SQL select, c'est très facile. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le SQL select, et puis il va renvoyer, donc, dans le result, il va renvoyer. En fait, le result représente une data source. Donc, il va renvoyer le résultat dans la data source. Si on récupère ça dans la data source, et bien on va aller chercher le premier qu'on trouve. Ben, normalement, il n'y en a qu'un. Quand on fait un SQL select, tout dépend de la condition, mais normalement, on ne devrait en avoir qu'un, puisqu'on fait un load d'un enregistrement. Et puis, si on le trouve, ben, on récupère son contenu. Et puis, ben, éventuellement, on met à jour les foreign keys, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais c'est les records, les DB records gèrent les foreign keys. Pour récupérer, bon, j'ai appelé get duplicate, mais on aurait pu l'appeler get clone. Récupérer un clone
ZDB Record. Ensuite, on a des méthodes qui permettent de récupérer éventuellement des erreurs de validation lorsqu'on fait une création ou une modification. Et il y en a un peu plus loin qui fait la même chose, mais get suppression error, dans le cas où on veut faire une suppression. Alors, comme je disais tout à l'heure, le update, vous voyez, il est là. Ici, les new, ben, on va faire le create, sinon on va faire l'update. Et puis là, on a des méthodes qui sont des méthodes virtuelles qui ne sont pas utilisées. On a des méthodes qui pourraient être appelées lorsqu'on fait un update sur un enregistrement. Ces méthodes-là pourraient être remplacées par des événements ultérieurement. Alors, le create record, ce qu'il va faire, c'est que bah, s'il est nouveau, il va affecter, va calculer le nouveau PID dans le cas où ce n'est pas un identifiant automatique. Ça pourrait être autre chose qu'un identifiant automatique. Auquel cas, ben là, le PID est automatiquement calculé. Personnellement, j'utilise très peu, depuis peu, enfin depuis plus d'un an, j'utilise très peu les identifiants automatiques, et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, lorsqu'on fait du développement avec l'application mobile, puis on a besoin de synchroniser des bases de données, l'application mobile, elle a sa propre base de données dans l'appareil, puis on a aussi une base de données centrale quelque part sur le réseau, quelque part, peu importe où, en tout cas qui est accessible par un web service. Et donc, idéalement, c'est bien lorsqu'on a le ID d'un enregistrement identique côté base de données centrale et côté application mobile. Ça permet de savoir s'il y a eu des modifications, des créations, des suppressions, etc. Et donc, ça simplifie la synchronisation entre les bases de données. Lorsqu'on a des identifiants automatiques, le problème, c'est que il se peut que côté base de données centrale, on ait 30 enregistrements, donc ça va être de 1 à 30. Puis côté application mobile, on va récupérer que les 5 derniers, mais eux vont être numérotés de 1 à 5. Donc il faut gérer l'étape de translation pour pouvoir définir que le 1, ben, c'était le 26e enregistrement de la base de données centrale. Ou il faut utiliser d'autres clés. Et si on utilise d'autres clés, le problème c'est que si par exemple c'est le nom, la clé, et qu'on change le nom de la personne, le code de la matière par exemple, si on change le code de la matière, eh bien ça ne fonctionnera plus parce qu'on ne pourra pas le retrouver côté base centrale. Donc moi j'utilise souvent, la plupart du temps maintenant, et vous allez voir dans mon exemple, le UUID est une chaîne. Donc on fait un hash reset, c'est le hash phrase en français. On met le contenu de l'objet dans la table, puis on fait un hash ajoute, hash add. Puis je le relis parce que si ma base de données a des méthodes de calcul côté serveur, ben c'est mieux de le relire pour récupérer le résultat de ces calculs dans l'enregistrement. On a la même chose pour l'update ici. Évidemment, on va regarder s'il existe. Hein. Et le delete qui est là. Bon, les propriétés, les procédures, etc. etc. Les serialisations, c'est toujours la même chose. Hein. Load by key, c'est pour faire un appel par accès natif, parce que j'ai remarqué que parfois, surtout en Hyperfile, c'est plus performant de faire un hash recherche premier que de faire une requête sur un seul enregistrement. Donc, à voir. Ainsi de suite. Okay. Ça, bon, ce sont d'autres méthodes qu'on verra. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, surtout ici, c'est les objets comparables. Les objets comparables, alors, en Android, on a pas mal de problèmes liés au fait qu'on ne peut pas accéder à la valeur d'un membre d'une classe dérivée. Par exemple, on va chercher par indirection la valeur d'un membre
Et ce membre, il est dans une classe qui dérive par exemple, de celle comparable. J'accède pas à la valeur. Ça me pose des problèmes. Donc, systématiquement, ça va jusqu'au niveau de la classe, du cell class. J'ai deux méthodes qui s'appellent getMemberValue et setMemberValue. Et dans toutes mes classes, je remonte, ce sont des méthodes virtuelles, donc je remonte, à chaque fois que j'en ai besoin, je vais redéfinir ces deux méthodes-là pour aller chercher directement les valeurs, c'est un case, là, donc c'est un switch, je vais chercher directement les valeurs pour être sûr que ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est à cause d'Android qui ne fonctionne pas correctement. Il ne fonctionne pas par rapport aux accès par la direction. Au départ, j'utilisais que ça, puis ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Puis ça ne fonctionne pas au niveau des propriétés virtuelles non plus. C'est une propriété virtuelle. Ça ne va pas appeler le bon code. Donc, on enlève les propriétés virtuelles, enfin, on la garde, la propriété, mais on va appeler des méthodes virtuelles qui sont définies au niveau des classes de base, et puis aussi au niveau des classes Android, ce qui fait que tout le framework utilise ce principe. Donc, comparable, c'est pour ça que, par exemple, ici, dans le dbRecord, je redéfinis, en fait, getMemberValue, parce que je vais aller chercher le PID si j'en ai besoin. Là, je suis au niveau du record. Je n'ai pas encore de membre très parlant. Le seul membre que je sais qui est important, c'est le ID. Donc, je peux déjà le récupérer ici. Comme ici, je peux l'affecter. Sinon, je vais chercher la valeur héritée si besoin. Donc, voilà. Ensuite, on a des classes utilitaires. Une classe utilitaire pour les bases de données, souvent, c'est quoi? C'est pour faire la transformation de code. J'utilise très souvent, par exemple, la méthode text to SQL. Text to SQL. Pour éviter à chaque fois de me retaper le développement de ce code-là, j'appelle la méthode qui va faire vraiment ce qu'il faut faire pour avoir du texte en SQL. Là, ce sont des méthodes génériques. C'est censé fonctionner sur pratiquement toutes les bases de données. J'ai un autre framework personnel où, au niveau des bases de données, je vais lui affecter un connecteur à la vraie base de données. Je veux dire quel type c'est. Ça peut être une base de données Oracle, ça peut être n'importe quel type de base de données. Puis lui, il va peut-être transformer, surtout au niveau des dates, par exemple. Si on regarde les dates, il se peut que la syntaxe de transformation soit pas tout à fait identique. Et donc, je vais pouvoir définir les vraies syntaxes en fonction de la base de données sur laquelle je suis connecté. On pourrait aussi l'ajouter à terme dans WX Open Framework. Donc voilà pour la présentation générale de ça. Et puis, niveau configuration, parce qu'on a, comme je dis, que le code était compatible pour les trois environnements de développement, eh bien, on a la possibilité de développer en WinDev, en WebDev et en WinDev Mobile. Donc, nous avons des configurations différentes qui permettent d'allumer les bonnes constantes. Par exemple, si je prends WebDev, vous allez voir que c'est ces constantes-là qui sont allumées. Donc, le code correspondant va être compilé avec la bonne version. Si je prends WinDev Mobile, voilà. Donc ici, j'explique que j'allume le fait que je suis sur une application mobile. Et donc, le code qu'on va avoir, qui va être exécuté dans le framework, sera pour une application mobile. Donc, ce ne sont pas des options de fonctionnement, ce sont des options de compilation. Donc, on va passer maintenant au développement d'un petit exemple pour vous montrer comment on va utiliser tout ça. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'est-ce que la solution
WX Open Framework. Comme je l'ai expliqué, c'est d'abord le core avec la classe application, la gestion d'événements, la gestion des erreurs, la gestion des logs, puis des classes utilitaires, puis vous avez vu qu'il y en a d'autres. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le core. Le DB, c'est l'accès base de données, la gestion des enregistrements, la traçabilité, ça, je n'en ai pas parlé, mais vous allez voir un peu, il est très important de savoir ce qui se passe dans une application. Il est possible d'avoir une certaine traçabilité sur les manipulations qui sont faites dans la base de données. Et puis, c'est la gestion de la couche métier. Vous allez voir comment on fait pour générer une couche métier de base, puis ensuite comment on peut la complexifier. Je viens de vous parler de générer une couche métier. Donc, qui dit générer dit générateur. Donc, il est aussi fourni un générateur de code. Alors, générateur de code, on s'entend que ça ne va pas générer des classes directes de PCSoft. Ce n'est pas des classes binaires qui sont générées. Ce sont des classes sous format texte. Donc, on va ensuite les récupérer dans WinDev, de la bonne version, pour générer les bonnes classes. Donc, ce générateur de code, il est basé sur des modèles. Il est basé sur des modèles, et ce générateur de code va parser l'analyse pour voir comment vous avez défini votre base de données, et essayer de reproduire le plus fidèlement possible la couche métier de base avec votre parseur d'analyse. Donc, générateur de code. Alors, ici, vous avez donc l'application, générateur de code, okay, où je l'explique, basé sur des modèles. Donc ici, vous avez différents modèles, mais pour WX Open Framework, vous avez essentiellement ce modèle-là utilisable, et je pense qu'il y a celui-ci aussi. Vous pouvez essayer là, celui-ci c'est pour faire du web, et celui-ci c'est pour faire du desktop. Les autres modèles sont aussi utilisables par le générateur de code, mais pour d'autres configurations, pour d'autres composants que je vais vous montrer à la fin de la présente vidéo. Et ici, vous avez un dossier qui est actuellement vide, dans lequel va être généré l'ensemble des classes sous format texte, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, on va commencer par un nouveau projet. On a celui-ci. On va donc créer un projet. On va donc créer un projet assez simple en Windows. Projet vierge, 64 bits. Bon, celui-ci, on va l'appeler, mettre le bon endroit, pas me tromper. Voilà, j'y suis. Donc ici, je vais l'appeler nouveau dossier. Voilà. Application. Exemple. Ça là-dedans. Et puis mon projet, on va l'appeler. Je vais l'enlever d'ici parce que je ne veux pas que tu encore un sous-dossier. Suivant. Oui. On n'utilise pas de GDS. On pourrait l'utiliser. C'est assez intéressant d'utiliser GDS parce que comme vous avez le WX Open Framework est une bibliothèque avec des composants internes. C'est intéressant de mettre le projet WX Open Framework dans un GDS et pour pouvoir l'utiliser dans votre application en faisant des importés depuis GDS. Donc du coup, si vous modifiez le code source de WX Open Framework en fonction de l'application sur laquelle vous développez, eh bien, ça va changer automatiquement des deux côtés. Voilà, c'est pour un titre, pour montrer un peu. Bon, je n'utilise pas de charte de programmation parce que j'ai la mienne. On va prendre un charte graphique par défaut, on va rester en français,
Et puis, oui, on va créer une nouvelle base de données. Puis on va appeler mon exemple, évidemment. Alors, ça peut être une base de... On se fiche un peu de savoir quel type de base de données c'est ici, parce que les informations de la base du type de base de données, comment on se connecte à la base de données, vont se faire par le fichier ini. Voilà. On va créer une nouvelle description. Alors, par exemple, je vais reprendre un peu l'exemple que je vous ai fourni, là, mais on va le faire assez simple. On va prendre donc une table de matière. Et comme je vous l'ai expliqué, moi, je ne prends pas d'identifiant automatique. Je ne veux pas que le système me fournisse un identifiant automatique parce que je peux le faire, hein, le WX Open Framework fonctionnera très bien si je mets un identifiant automatique. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que dans mes habitudes, je ne le fais pas. Mais si vous le faites, ça va fonctionner quand même. Donc, c'est l'hyperfile classique. Et puis, par contre, ici, je vais donc donner mon identifiant. Et puis là, par contre, ma taille, c'est 64 caractères. Bien sûr, je vais dire que lui, c'est une clé unique. Et puis, ma matière va contenir... Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure de traçabilité, on va la mettre en place tout de suite. Alors, la traçabilité, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord mettre une date de création. Okay. Un identifiant de création. Un identifiant, bien sûr, c'est censé être c'est censé être soit un identifiant d'une autre table, ou de toute façon 64 caractères pour un identifiant, c'est amplement suffisant. Une date de modification. Qui est aussi une dateur. Un identifiant de modification. Et une date de suppression. Parce que j'ai tendance, comme je veux vraiment pouvoir tout tracer, je veux garder mes enregistrements qui ont été supprimés dans la base de données, puis parce que je sais qui l'a fait. C'est des fois très intéressant de savoir qui a manipulé la base de données, qui a supprimé un enregistrement qui n'aurait peut-être pas dû être supprimé. C'est ça la traçabilité. Donc ça, ce sont mes classes, mes champs de base. Donc je vais enregistrer comme ça ma classe, ma table des matières, okay, parce que je vais la dupliquer. Ensuite, on mettra les membres spécifiques à chacune des tables. Donc, je vais prendre celle-ci, je vais la copier-coller. Là, par exemple, je vais mettre professeur. Donc, ma table des professeurs. Ah, bien sûr, un professeur, lui, il a un ID professeur. Voilà. Et puis, pour relier tout ça, on va créer une table de cours. Bon. Voilà. Alors, particularité de la table des matières, je vais rajouter deux membres, le code de la matière, 20 caractères suffisent. Ah, bon, ça va la remonter en haut. Et puis, on va ajouter une description. Là, je vais être un peu large, mais c'est pas grave. Ensuite, on va rajouter une clé
unique, parce qu'on ne veut pas deux matières avec le même code, par exemple. Donc, on va ajouter une clé unique. OK. Code. Mais, comme je gère aussi la traçabilité, parce qu'il se peut que je supprime cette matière avec ce code-là, que je la recrée par la suite. Donc, pour autoriser ça, je vais rajouter dans ma clé unique la date de suppression. Okay. Ça, je vais remonter au-dessus des informations de traçabilité. Voilà pour les matières. Pour les enseignants, on va rajouter au simple, voilà, on va être assez simple, hein. Juste le nom de l'enseignant. On sait qu'on peut avoir plusieurs enseignants de même nom, excusez-moi, mais on va s'en tenir juste à ça. C'est juste à titre d'exemple. Donc puis on remonte. Et évidemment, on va rajouter une clé unique sur le nom et la date de suppression pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Enfin, on va relier les matières et les professeurs par un cours. Donc un cours, il y a une matière forcément, donc on va créer une liaison entre le cours et la matière. Un cours a au moins une matière, ben oui, c'est obligatoire. Est-ce qu'un cours peut avoir plusieurs matières? Là, non. Okay. Chaque matière a au moins un cours? Non. Chaque matière peut avoir plusieurs cours? Oui. Donc on fait ça. Et puis, ben, le lien, ça va être ID matière, évidemment, et donc qui va créer l'enregistrement, le nouveau membre dans le nouveau champ dans le cours. Je ne supprime pas une matière qui a déjà un cours, par contre, j'autorise la modification. Si je modifie le ID matière, je veux que les clés soient répercutées sur le cours. Et on va faire la même chose pour professeur. Un cours a au moins un professeur, oui. Un cours peut avoir plusieurs professeurs, non. Un professeur a au moins un cours, non. Mais par contre, un professeur peut avoir plusieurs cours. Ça va être ça. Et on ne peut pas supprimer un professeur qui a déjà un cours. Voilà. Voilà ce qu'on a. Puis au niveau du cours, on va monter tout ça. Vous savez que les champs de traçabilité, c'est bien beau, mais ça pollue un peu la table. Et je les garde toujours en bas pour être sûr d'accéder directement à ce qui m'intéresse. Voilà. Donc ici, j'ai une analyse assez simple. Okay, et je vais demander à mon générateur de me générer une ossature d'application basée sur cette analyse-là. On va le lancer. Hop, je suis au bon endroit. On exécute. Alors, l'exécution, qu'est-ce que ça fait? Bon, voilà, ça gardait en fait la configuration de mon dernier appel. Donc, j'ai une liste de modèles. Je peux choisir le modèle que je veux. Okay. Et puis ensuite, je peux lui dire que dans mes tables, il y a des champs qui sont communs. Okay. Donc, on retrouve quelques... j'en ai en trop, mais c'est pas grave, ça va être ignoré. Et je retrouve les champs qui sont communs. Donc, ça va générer des classes intermédiaires pour chaque enregistrement, chaque classe d'enregistrement, chaque classe qui représente une table. On va créer une classe intermédiaire qui va contenir les champs qui sont communs. Bon, il faut bien chercher la bonne analyse. Voilà. C'est l'analyse, je fais générer. C'est fini.
Donc, si je reviens ici, que je vais dans Export, vous allez voir un certain nombre de... Oh. Oui, il ne faut pas oublier, bien sûr, de générer l'analyse, sinon le fichier WDD dans le projet ne sera pas la bonne version. Il n'a pas été généré comme il faut, et donc le générateur ne trouvera pas les informations concernant l'analyse. Donc maintenant, si on fait générer, on va voir que les classes, les tables ont été trouvées. Donc ces tables ont été trouvées, on va pouvoir fermer l'analyse, le générateur de code, et aller voir ce qu'il a généré. Donc maintenant, on va dans Export, et on va voir qu'il a généré quelques classes pour pouvoir manipuler des matières, des professeurs et des cours. Il y a un peu plus que ça. Hein. On remarquerait qu'il y a l'application, on remarquerait qu'il y a la base de données, et vous remarquerez qu'il y a les collections. Donc, collection de cours, collection de matières, collection de professeurs. Et vous remarquerez que le nombre de classes est quand même assez important, et vous allez comprendre la raison. Vous avez remarqué que dans les classes qui sont générées, vous avez des classes qui commencent par CLDBGen, et puis des classes qui commencent par autre chose. Les classes CLDBGen, ici, sont des classes privées. En fait, si vous regardez, par exemple, matière, je vais agrandir un peu, si possible. Non, j'arrive pas à agrandir un peu. C'est là-dedans que vous allez voir les membres générés, puis sont de méthodes générées, de propriétés générées, puis des méthodes. Donc ici, vous avez les méthodes pour définir la réflexion. Et puis les méthodes pour, comme je disais tout à l'heure, le get member value, le set member value, etc. Okay. Donc ce sont des classes privées. Pourquoi elles sont privées, celles-ci? C'est parce que si on modifie l'analyse, il faut pouvoir régénérer le contenu de cette classe-là sans impacter ce qui a déjà été développé. Donc vous avez la classe privée et vous avez la classe publique concernant les matières, par exemple, si je descends en matière, vous avez une classe publique. Alors là maintenant on va essayer de générer les vraies classes WinDev à partir de ces fichiers texte. Alors ce que je fais souvent, moi j'ai un projet qui s'appelle dbimport. Donc là-dedans, je vais supprimer ce que j'ai ici, voilà. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais importer des fichiers texte. Je vais aller les chercher au bon endroit. C'est ici. Et je vais tous les prendre et les importer. Ok? Très bien. Donc ici, vous avez toutes les classes générées. À partir des fichiers texte. À partir du moment où on a les classes générées à partir des fichiers texte, on les a ici. Donc rien ne nous empêche de les inclure. On va quitter ce projet-là. On peut maintenant les inclure dans le projet sur lequel on travaille. Donc on va sortir de l'analyse. Et puis on va faire classe, importer des fichiers WDC. OK. Puis là, on va aller chercher au bon endroit. J'ai oublié où c'était. C'est pas grave. On va retourner chercher. Voilà. Maintenant, je les ai. Donc, je peux les récupérer. Tous les mettre dans mon projet. Sûr, on copie les fichiers localement. Pas de problème. Alors, ce qui manque dans ce projet-là, évidemment, ce sont nos composants internes.
On va revenir sur la classe après. Composants internes, on va aller chercher les fichiers, donc les deux composants internes qui nous manquent. Donc, c'est d'abord le corps, et ensuite alors, petite chose aussi à faire, c'est que au niveau de la compilation, il y a des options à modifier. D'abord, lorsqu'on est hors configuration, je ne veux pas d'erreur de compilation. Je ne veux pas autoriser ces chaînes-là dans les ces éléments-là dans les chaînes parce que je les utilise pour faire des traces. Ça, c'est facultatif, ça fonctionne. Je ne veux pas mettre automatiquement des méthodes virtuelles. Éventuellement, pour les tableaux, non, ça, je veux pas que les instances soient passées en référence soient dynamiques automatiquement. Pour les tableaux, ben, je désactive. Donc, si je refais ça, encore quelques petites erreurs, mais c'est parce qu'il y a eu des changements sur la gestion des threads. Là. Et puis, donc, on traitera ça un peu plus tard. Et ça fonctionne encore. Donc, on a les deux composants internes. On a l'ensemble des classes qui ont été générées. Okay. Alors, comme je l'ai expliqué ici, on a des classes privées et des classes publiques. Donc, je vais créer des persos dossiers. D'abord, un perso dossier pour dire que pour y ranger mes classes business, la couche métier, on va dire. Puis dedans, on va rajouter un perso dossier pour les classes publiques et un autre perso dossier pour les classes privées. Donc, si je prends les CLDB Gen qui sont ici, je peux les déplacer dans Private et les autres, je les déplace dans Public. Okay. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on est sur une matière, là, on a récupéré donc, ce qui a été généré au niveau texte. Et là, on voit mieux déjà les différents membres. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on voit dans l'analyse, il n'y a pas tous les membres qui sont de là à là. Ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que en fait, cette classe DBGen hérite d'une classe qui a été générée aussi, qui est ici, ou qui est vide pour l'instant, qui elle-même est générée, mais qui est publique. Donc là-dedans, on va pouvoir mettre du code, et qui elle-même est générée d'une classe privée, qui est ici. Et là, on voit l'ensemble des membres qui sont communs à toutes les classes métiers. Donc c'est là qu'on les voit. Okay. Ok. Maintenant, le code est... bon, donc on a ça pour matière, on a la même chose pour professeur, puis on a la même chose pour les cours. On a aussi des classes qui sont générées pour la gestion des collections. Ok. Donc, sont pratiquement toutes les mêmes, sauf que elles sont générées, ce qui évite évidemment les erreurs de copier-coller. On a la classe qui manipule l'application. Okay. Elle va, quand on fait la création l'instanciation des objets base de données, et ben on va instancier une base de données de type CL database, mon exemple, qui est définie dans la partie publique. Alors, ça c'est l'application. Database, mon exemple, est ici. C'est pas complexe, sauf que ici, dans l'autre setting, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. C'est l'intérêt. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant. On va aller récupérer. On va donc appeler le code d'initialisation du framework.
du projet. Là, c'est la seule fois où normalement ce code-là, on le modifie. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est appeler un initialize de cette application. Alors, pour information, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, lorsqu'on exécute un projet WinDev, l'ordre d'initialisation des modules fenêtre classe n'est pas toujours le même selon si on fait un tour généré, si on fait un recompilé comme ça, là ça recompile tout, ou si on fait simplement un go. On n'a pas le même ordre d'exécution. Moi, ça me posait problème parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, je manipule des globales qui vont représenter des numéros, par exemple des numéros d'événements. Et il m'est déjà arrivé que ma globale de numérotation des événements repasse à 0 parce que la classe cell object event est initialisée après certaines classes et avant d'autres. Je veux donc m'assurer de l'ordre à chaque coup. Je veux que l'ordre soit toujours le même. C'est moi qui définis, qui veut maîtriser l'ordre d'initialisation des classes. Alors pour ce faire, si on prend n'importe quelle classe ici, on va prendre l'application par exemple, vous allez voir que toutes les classes, presque toutes, la seule ligne qui définit l'initialisation de la classe, c'est de la déclarer. Alors, déclare classe est une méthode qui est harcèle classe. Okay, donc, ici, on peut déclarer une classe, et puis ici, on donne le nom de la classe. Si on déclare la classe ici, on doit définir une autre méthode qui s'appelle initialize class, qui est ici. Ok. Donc là, ici, là, c'est en fait ce qui aurait dû être en haut dans la partie code du cell application, le code d'initialisation de cell application. On aurait dû avoir ce code-là. Moi, je le mets ici. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je peux avoir besoin que certaines classes soient initialisées avant, par exemple, dans ce cas-là, c'est l'application. Dans ce cas-là, j'ai celle des bugs qui doit être initialisée, puis celle object event qui doit être initialisée. Simplement en mettant ça, eh bien, ça va appeler le initialize class de debug, puis le initialize class de cell object event, avant de continuer. Bien évidemment, si cell object event a déjà été initialisé par un autre appel quelque part, eh bien, on ne va pas le refaire. Là. Ça va juste vérifier, puis ça va l'appeler si ça n'a pas encore été fait. Mais au moins, là, j'ai la maîtrise. Je sais ce qui va se passer après la ligne de code qui est là. Je suis sûr que tout est initialisé comme il faut. Et mes numéros d'erreur, mes numéros d'événements sont linéaires et j'ai pas de problème. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je déclare une seule globale. Donc, une seule globale. Je vais l'appeler G-application. Ça ne marche pas toujours. Hein. En fait, c'est ça. Voilà. Puis là, normalement, ce qu'il faut faire à partir de là, c'est appeler le execute. Ok. C'est une méthode de l'application. Mais le execute, il a besoin de paramètres. Donc, comme j'ai besoin de paramètres, je vais donc déclarer un cell parameters. Comme ça, mes paramètres, je mets ce que je veux. Et là, en l'occurrence, je lui dis que lorsque je vais faire le execute, il doit garder la connexion à la base de données ouverte. C'est pas obligatoire. Si je lui envoie pas ça, il va bien sûr tester la connexion, c'est-à-dire qu'il va se connecter, mais il va se redéconnecter derrière pour essayer de déconnecter. Il se reconnectera que lorsqu'il en aura besoin. Et à partir de là, j'appelle mon execute.
Pour la fermeture, c'est presque la même chose. Donc, c'est mon G application. Par contre, là, je vais dire que mon Play Connected User, c'est pour éviter, c'est pour être sûr qu'il va appeler éventuellement sur des connexions. Puis là, il va faire, je vais faire mon G application.disconnect, parce que comme j'ai demandé à ce qu'il garde les connexions, j'ai besoin qu'il se déconnecte. Bon, mon trou, c'est pour dire que c'est une déconnexion parce que je suis en train de quitter. Je peux supprimer en fait mon instance à cet endroit-là. Puis ensuite, je vais faire un application.finalize. Tout à l'heure, je vais montrer que lorsqu'on fait un déclare classe, on passe ici en paramètre le nom de la classe. Mais en fait, déclare classe prend plus de paramètres que ça. Je peux très bien lui dire que lorsque je vais initialiser, je peux donner un autre nom que initialize class qui est par défaut. Okay. C'est initialize class par défaut. Et je pourrais très bien lui donner un autre nom. Mais ce que je peux faire aussi, c'est lui donner une classe un nom de méthode à appeler lorsque je vais finaliser, lorsque je vais terminer mon application. Il se peut que certaines classes, par exemple, c'est inifile, et des membres qui soient des membres globaux, mais qui soient des objets qui ont été instanciés. Alors, pour quitter l'application proprement, l'instanciation de ce G-inify, dans inify, devrait se faire sur la finalisation de la classe. Okay. Bon, Windev fait ça très bien. Il gère très bien la mémoire et puis gère très bien le fait qu'une instance doit être supprimée lorsqu'on sort d'une méthode ou lorsqu'on quitte l'application. Donc, c'est très rare que je l'utilise. Voilà. Donc, mon code ressemble à ça. Donc maintenant, si je vais vérifier un petit peu. Alors, je vais récupérer un fichier ini. Non, je vais d'abord mettre le code du load setting. Dans database, mon exemple. Alors lui, j'ai plus besoin d'appeler l'ancien. Okay. Donc là, c'est plus vraiment ici. C'est là. Bon. Là, par défaut, je vais dire que ma base de données va se trouver dans un sous-dossier de mon répertoire quand je fais le Go. Okay. Je suis en mode classique. Je pourrais très bien mettre du client-serveur. Là, j'ai décidé que mon application sera en mode classique. Donc, si je fais un Go maintenant, ben, il manque quelque chose, il manque le fichier ini. Effectivement, il manque des choses. Je vais chercher. Alors, le fichier ini, il peut être assez intéressant dans le sens où là-dedans, je peux définir plusieurs connexions directement, là, dans plusieurs bases de données. Puis je peux dire à quelle base de données je peux me connecter simplement ici. Si je veux faire, par exemple, du hyperfile, puis aller chercher une base de données qui est sous un dossier, ben, j'ai juste à prendre le titre qui est ici, puis l'affecter à database.
Là, il ira chercher l'autre base de données. Voilà comment on veut travailler. C'est un exemple. Hein. Comment on veut travailler dans le répertoire exe donc, de mon projet, dans un sous-répertoire qui s'appelle database. Donc, je dis où il se trouve, ma base de données où elle va se trouver, et il va faire ce qu'il faut. Donc, si je fais un go, c'est où? Alors, il a quitté parce que en fait, j'ai pas encore défini de fenêtre. Donc, en fait, c'est exécuté. Hein, parce que si on regarde dans exe, database, on voit qu'il a créé les fichiers de données. Mais il n'a pas créé que ça. Il a créé aussi des fichiers de log, comme ici, par exemple. Ici, on voit qu'il a pu se connecter. Et puis, il me donne l'information où se trouve le fichier ini. C'est des choses qu'on verra par la suite, évidemment. Et, ça, c'est un exemple de fichier ini un peu plus complexe. Ici, on a une base de données locale, Hyperfile. Là, je lui dis que je suis en client-serveur. Mon serveur, c'est cette machine-là, ce port-là. Puis, ma base de données, c'est ça. Le user, c'est ça. Son mot de passe, c'est ça. Puis là, je fais du cryptage. Je fais donc du cryptage pour ma base de données. Et puis donc, le dossier data, c'est pour les données, les images, éventuellement, ou d'autres fichiers que je vais pouvoir ranger dans ce dossier. Donc là, c'est une base de données, c'est un accès client-serveur. Et quand on fait vous savez que lorsqu'on fait du base de données classique, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de donner dire que c'est une hyperfile classique, puis donner le dossier où se trouve la base de données. Et ce genre de fichier ini a l'avantage de pouvoir changer ici la base de données sur laquelle on veut se connecter, très simplement, et ça va le faire automatiquement. On va modifier l'analyse, régénérer, etc. C'est pas nécessaire. On modifie le fichier ini, puis ça fonctionne. On va mettre une petite fenêtre quand même, juste pour montrer qu'il est allé jusqu'au bout. Voilà. Voilà, très bien. On dit que c'est la première fin du projet. Voilà. Donc, là, si j'exécute, la fenêtre s'exécute correctement. Donc, pas d'erreur. Les données sont là, les fichiers de la base de données sont créés, aucun problème. Bon, moi, ce que je voudrais, c'est populer un petit peu cette base de données pour pouvoir afficher des informations. Donc, pour ça, on peut le faire à deux endroits différents, mais on pourrait très bien le faire dans la classe CL Database, mon exemple, parce que là-dessus, on peut redéfinir, on ne les voit pas là, mais si j'affiche les classes de base, tourne. Dommage, il faut recompiler pour les voir ici. À toutes les méthodes des classes de base, donc sur mon CL Database, mon exemple, il doit y avoir une méthode pour initialiser les données. Do create default records. Si on la redéfinit, ben on peut mettre dedans des données par défaut pour la base de données. Mais là, ce qu'on veut, c'est juste une base de données exemple. Donc, on va faire ça directement dans le code de la méthode execute dans mon exemple. Ici. Alors, c'est là que vous allez voir la simplicité maintenant pour manipuler une base de données objet. Je vais créer des matières. Donc, pour créer des matières, on va définir une variable locale. Et donc là, on va faire le nous, c'est matière. Puis on va en créer une vingtaine.
Et là, maintenant qu'on a les classes qu'il faut, donc on peut dire le code de ma matière, c'est maths, par exemple USI. OK. Et puis la description, c'est matière. USI. Maintenant, vous allez vous apercevoir que c'est très facile de créer une matière dans la table. Il suffit de dire L matière point update. C'est tout. On peut faire pareil pour les enseignants. Cliquez ça. On va en mettre une trentaine. Non. Voilà, là on a créé 30 professeurs. Puis on va créer quelques cours. Donc, alors, ce qu'on doit faire, là on est en objet, et donc on va éviter évidemment d'utiliser les ID. Okay, puisqu'on fait du développement objet, ce qu'on veut, c'est éviter de manipuler les ID. On veut manipuler uniquement des objets. Donc pour ça, puisqu'on a créé les matières et puis les professeurs, on va instancier une collection de matières. Et on va les loader avec ce qui a été généré. Alors si je ne mets pas de condition au load, il va tous les charger. Il va tous les charger. Donc, on va faire pareil pour les professeurs. Là, on a loadé les professeurs. Ce qui fait que lorsqu'on va générer des cours aléatoires, là, ben c'est facile d'aller chercher aléatoirement des matières ou des professeurs dans leur collection. Alors, on va instancier le cours. Et on va leur affecter la matière. Donc vous remarquerez qu'il y a une propriété qui s'appelle P-matière qui a été générée, qui représente en fait la matière du cours. Et puis on va aller chercher dans la collection, on va aller chercher. Alors le get, ça permet d'aller chercher un élément indicé, donc n'importe quel élément entre 1 et 20, on va aller chercher. Donc pour ça, on va prendre la classe utilitaire CLRandom, et puis on va faire un point grandomize entre 1 et 20. Hop. Voilà. Voilà pour la matière, ce qui va prendre une matière aléatoirement entre dans celles qui ont été créées ici. Et puis on va faire la même chose pour les enseignants. Professeur.
que là, on va faire, comme on a 30 professeurs, on va les prendre entre 1 et 30. L'indice, c'est 1. Le premier, c'est 1. C'est toujours 1 dans Windows. Donc ici, on a l'ensemble des cours. On a créé une cinquantaine de cours. Puis, à titre, pour montrer un peu ce que ça donne, on va donc prendre la collection des cours. On va changer directement en mémoire. Okay. Bon, bien sûr, si on a déjà exécuté une fois, on va éviter de le refaire. Là. Donc, pour être sûr de ne pas l'avoir exécuté une fois, si on a déjà des éléments dans le cours, on va sortir d'exécute parce que c'est pas la peine de faire tout le code qui est dessous. On vérifie le code. Donc, si on vérifie le code, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Professeur. Oh, ici. Professeur, c'est pas. Professeur, c'est pas une matière, évidemment. Ça c'est bon. Ok. Donc, on va pouvoir le lancer. Pour être sûr de bien le lancer comme il faut, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer, sauf fichier INI, évidemment. On va l'exécuter. Voilà. Donc, si la tête principale apparaît, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. On va vérifier maintenant le contenu des fichiers qui ont été générés. Chez base de données, entend. Donc, si on regarde bien, on va dans exe, base de données, les matières. Vous voyez que les identifiants ne sont pas très parlants, mais c'est son identifiant de matière. Il a bien créé nos 20 matières. Okay. Si on regarde au niveau professeur, on a créé nos 30 professeurs. Et puis si on regarde nos cours, il n'a pas créé les cours. Oui, effectivement, il n'a pas créé les cours, j'ai pas fait l'update. Ok, on va générer ça. Pas sûr. Supprimer la base de données. Parce que pour l'instant, c'est qu'un exemple. Faire le go. Tac. Voilà. On vérifie. Cours. Bon, là, il y a un peu plus de monde. Donc là, on a nos 50 cours. Par contre, vous avez remarqué une chose, c'est que ce qu'on n'a pas, ce sont des informations de traçabilité. Il nous manque quelque chose. Effectivement, la traçabilité n'est pas obligatoire, donc c'est pas généré automatiquement. Donc, on va modifier une classe pour pouvoir avoir de la traçabilité. Cette classe, c'est la classe principale des enregistrements, les côtés publics. Okay. Là-dedans, on va ajouter du code. Donc, excusez-moi, je vais récupérer mon petit projet exemple. Le premier code qu'on va récupérer, c'est create record qu'on redéfinit, parce qu'il y en a une ici, hein, create record. Si on regarde bien, elle est ici. On peut la redéfinir, la méthode. Okay. Puis là, le create record, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on crée un enregistrement, on va mettre à jour la date de création, l'identifiant de création, la date de modification, on met la même chose que la date de création. C'est ça, on n'a pas besoin vraiment. Ensuite, le delete. Le create, c'est une chose, il y a le delete.
le delete. Alors ce que je fais, normalement on le fait qu'une fois dans un projet. Hein. Ici que je vais aller, je vais juste redéfinir. Une fois que c'est défini sur ce projet-là, on n'y touche plus, après on va travailler directement. Donc le delete c'est ça. Alors le delete, il peut faire le vrai delete comme il peut ne pas faire le vrai delete. Si on a un membre là qu'on va être obligé de mettre en place au niveau de la base de données, c'est le membre de suppression. S'il est défini, alors s'il n'est pas défini, on fait le vrai delete record. Et s'il est défini, ben, on va prendre le membre, puis on va y mettre la bonne valeur. Alors, c'est passé. Ensuite, il reste le update. Donc le update, bien. Le update, lui, ne modifie que la date de modification, la date de suppression. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument informer la base de données du membre de suppression. Donc pour ça, c'est très facile. Dans la base de données, mon exemple, à la création, on dit le membre de suppression, bon, j'ai mis le membre de modification là, mais j'ai aussi le membre de suppression. Et donc là, il va mettre à jour ce qu'il faut au niveau de la traçabilité. Donc maintenant, on va refaire un essai. Je vais supprimer la base de données. On va exécuter. Voilà. Et si on va voir maintenant base de données, eh bien, on va voir des informations complémentaires. Bon, le ID, je n'ai pas informé, mais on pourrait très bien rajouter le ID. En tout cas, on a la date de création. Alors, les dates de création, modification, suppression sont toujours des dates en UTC, dateur UTC, toujours. Parce que ça nous permet, lorsqu'on a des serveurs qui sont en différents endroits, ou des applications mobiles qui sont en différents endroits de la planète, d'avoir au moins la même référence pour savoir ce qui se passe lorsqu'on fait du debug. Okay. Maintenant, on va s'amuser à faire une suppression puis une recréation. Alors pour ça, on va d'abord ça, on va venir ici. Et voilà, ici. Bon, ça, c'est la base de données a été créée. Voilà. Donc là, on a créé la matière. Bon, ça, on va mettre en commentaire pour l'instant. On l'a créé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que
je vais la chercher. Bon, c'est la même normalement, mais je préfère faire une vraie recherche. Voilà. Là, je vais chercher la matière. Bah, tiens, on va faire ça dans une autre instance. Ce sera mieux. Donc si on l'a trouvée, cette matière, ben, je vais la supprimer. Voilà. Puis ensuite, je vais pouvoir la recréer. Juste par principe pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de la base de données, puisqu'on a fait une suppression, puis on a recréé derrière avec le même code. Donc, par rapport à la clé d'unicité qu'on a définie tout à l'heure dans l'analyse, ça devrait passer. Mais là, comme on a défini un membre de suppression, le delete record ne va pas le supprimer de la base de données physiquement. Il va juste le marquer comme étant supprimé. Si on fait un go, voilà, on va dans la base de données. Matière. Vous remarquerez qu'il y a 2 fois test suppression. Mais celui-ci de test suppression est marqué comme supprimé. Et il a été recréé par derrière. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Enfin, dernière chose qu'on va regarder, c'est comment manipuler ça si on fait un changement dans l'analyse. Par exemple, moi je voudrais, dans cours, je voudrais ajouter une date qui est la date du cours. Mettre une date heure. Voilà. Donc on fait ça, on régénère l'analyse. Ça, c'est pas la peine, il le fait automatiquement. Voilà. Donc, générer l'analyse, fermer. On va relancer le générateur. Sur mon exemple aussi. Okay. Donc là, il va régénérer. Parfait. Et vous avez remarqué que dans Export, maintenant, ce qu'il a généré, si on regarde les dates de modification, là, on va voir qu'il n'a modifié que la partie privée. La partie publique était déjà générée une première fois, donc il ne touche plus. Donc, ce qu'on va récupérer, nous, maintenant, ce n'est plus que la partie privée. On ne peut plus toucher la partie publique. Donc, on va recharger le projet d'import. Ensuite, il y a toutes les classes qui sont dedans. On va récupérer les fichiers texte. Est-ce qu'on est au bon endroit? Non, on n'est pas au bon endroit, évidemment. Pas de chance. C'est là. Et là, on va trier par date et on va ne prendre que la dernière génération des fichiers qui ont été modifiés. Je suis au bon endroit, là.
Puis là-dedans, on va récupérer, bon, on sait qu'on a modifié que le cours, là, on peut tout récupérer si on veut. On peut reprendre tout ça. C'est juste des fichiers DBGen. Fermer. Donc ici, on va fermer tous les fichiers, sinon on aura des conflits d'ouverture, de fermeture. Là, je vais les remplacer, mes fichiers. Okay. Et si on fait une compilation, évidemment. Et donc, si on regarde maintenant cours, eh bien, on a la date du cours. Et donc, on a aussi les propriétés associées pour affecter la date à un cours. Si on fait Go, voilà, on regarde la base de données. Maintenant, ça a rajouté le champ date cours dans le fichier cours. Donc, c'est très facile. Maintenant, pour terminer, je voudrais, dans mon projet, visualiser le nombre de cours d'une matière. Je veux savoir, pour une matière, combien de cours est associé à cette matière. Le code qui est ici. Et bien, c'est très facile. Je vais reprendre la matière, n'importe laquelle, celle-ci. Non, pas celle-ci. On va prendre l'instancier de matière. On va la loader. On va prendre la matière Math 5 par exemple. Et bien, on va savoir le nombre de cours que contient cette matière. Il suffit de le demander simplement. Toi, matière, donne-moi le nombre de cours que tu as associé à toi-même. Alors, PCOL cours, en fait, renvoie la collection des cours de cette matière. Ça serait bien dans une fiche, par exemple, on est sur une matière, puis on pourrait avoir une table ou une zone répétée sous les informations de la matière. On pourrait avoir une zone répétée ou une table, et puis on pourrait visualiser l'ensemble des cours qui sont actuellement avec cette matière. C'est très compliqué. Et là, le psize, c'est une propriété de la collection qui nous donne le nombre d'éléments qu'il y a dans la collection. Donc, comme d'habitude, on vérifie le code. Est-ce qu'on est correct avant de faire un go? Non. Ça, qui ne marche pas. Et si je fais un go, donc aussi, est-ce que me renvoie? Alors, c'est qu'un tout petit là. Mais ça me dit que il y a 4 cours qui ont actuellement cette matière. Je vais changer la matière pour voir, la matière 10. 3 matières, 3 cours. Si par exemple je vais prends mon cours, je prends l'ensemble des cours. Je vais prendre le deuxième cours, par exemple, de l'ensemble. Et je vais voir des informations. Donc je vais afficher, par exemple, mon...
Je vais afficher le code de la matière et le nom du professeur pour un cours en particulier, le deuxième de la liste qui a été créé. Matière 1, professeur 20. Donc, c'est aussi facile d'aller chercher des informations de cette façon-là. Puis, c'est lorsqu'on fait du binding dessus, on peut binder sur des objets. Donc, on peut faire du binding pour afficher des informations. En bindant directement sur cours.pmatière.pcode et puis ça va fonctionner. La partie d'interface utilisateur fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voici l'usage que vous avez grâce à ces composants internes. Donc c'est sûr qu'au début, ça balbutie un petit peu, mais à force de les utiliser, vous allez accélérer énormément vos développements, surtout concernant la couche métier. La dernière chose que je voudrais faire avant de vous quitter, c'est de vous montrer aussi comment définir une règle d'intégrité lorsqu'on veut faire une modification ou une suppression. Par exemple, on a dit qu'une matière ne peut pas être supprimée si bien sûr, on aura l'erreur côté hyperfile, mais je voudrais qu'on évite d'appeler l'erreur hyperfile puis mettre une erreur en cas où. Donc, si on supprime une matière, je vais m'assurer que cette matière n'est pas déjà appliquée à un cours. Alors, on va faire cet exemple, parce que là, on est sûr qu'on a une matière avec un cours. Là. Donc, il faut redéfinir get suppression error. Donc là, par exemple, ici, c'est if, on est sur une matière, donc on regarde, c'est le cpcol cours.psize supérieur à 0. Then, on peut faire point. Matière à un cours. Okay. Sinon, ça m'en met vide. Donc si je fais un go, la matière à un cours. Si je prends, par exemple, maintenant, pas celle-ci, mais si je prends celle-ci, voilà, par exemple. Donc là, on va voir qu'il va, bien sûr, il va le trouver, mon CLTube. Je trouve ici, voilà. Donc les erreurs, pas d'erreur. Donc là, il va le supprimer. Si on va changer F5. Là, si je vais dans la base de données. Tiers. Il a été supprimé. C'est celle-ci. Donc voilà les bases d'utilisation du composant WX Open Framework qu'on peut améliorer. J'ai aussi la possibilité, ultérieurement, je vais vous proposer un composant qui vous permet aussi de faire de l'interface utilisateur. Et puis ensuite, il y aura aussi une amélioration du composant base de données pour pouvoir avoir
directement un cache mémoire des différents enregistrements, différents objets, classes, métiers qu'on aura chargés en mémoire. Pour éviter de faire plusieurs fois l'appel au serveur à chaque fois qu'on en a besoin. Donc, ce que je vous offre aujourd'hui gratuitement, ce sont ces 3 composants. Le composant Core, le composant DB, puis le générateur de code, okay, qui vous permettent de développer des applications WinDev, WinDev, WinDev Mobile. Alors, WinDev et WebDev à partir de la version 24, à date d'aujourd'hui, et WinDev Mobile uniquement à partir de la version 27, pour des problèmes de compatibilité assez complexes à relever. Donc, je n'ai pas encore l'occasion de finaliser ça. J'ai d'autres composants qui sont, donc je verrai si je vous les donne ou pas plus tard, ou si je les vends, ça c'est qui sont assez complexes. Là. Donc parmi ces composants, il y a donc ceux qui gèrent il y a des classes de gestion d'affichage comme les zones répétées, chargement par page, il y a des réglettes, il y a plein de choses comme ça. Pareil pour le web. Donc ici on a donc WinDev et WebDev. J'ai aussi un composant de gestion des web services, pour appeler un web service. Un composant extrêmement complexe à développer, c'est la gestion de microservices. Microservices, ça permet de faire de la gestion des applications de manière répartie, un peu comme fait Facebook, Google, etc. Amazon. Donc pouvoir développer des applications complexes, réparties, qui supportent une montée en charge assez drastique via des images Docker. Et donc les microservices peuvent communiquer entre eux pour agréger des données, etc. Donc c'est assez complexe, mais il n'est pas encore vraiment disponible parce qu'il est en phase de test. Mais donc il pourra en fait offert ultérieurement. Ensuite, on a alors, la plupart des applications mobiles, par exemple, ont besoin de se connecter à une base de données centrale. Puis ici, bon, on est au Québec. Hein. Vous savez, le Québec, c'est extrêmement vaste comme territoire. Le Canada, n'en parlons pas, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Mais au niveau Québec, c'est déjà c'est 5 ou 6 fois la France. Et par contre, il y a beaucoup de zones grises. Ce que j'appelle zones grises, c'est des zones où les applications mobiles vont perdre la connexion sur beaucoup de territoires. Puis on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans les mines, par exemple. Et lorsqu'on travaille dans les mines avec des applications mobiles, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce que fait le composant de gestion mobile, donc moi je l'ai pour Android et pour iOS, c'est ça offre en fait la possibilité de développer une application comme si vous développez une application locale, mais cette fois-ci, cette application mobile va se connecter à un serveur. Dès qu'il se connecte à un serveur de synchronisation, il va synchroniser les données qu'il a localement avec ce serveur à distance. Et ça, de manière complètement transparente pour le programmeur ou pour l'utilisateur, c'est quelque chose qui est automatique. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir un serveur ici et le mobile. Donc tout ça, c'est des composants pour ça, là, le composant serveur qui est ici, et le mobile iOS et mobile Android qui permet de se connecter à ce fameux serveur grâce à un composant interne qui est ici, qui gère la synchronisation de base de données en mode connecté et en mode déconnecté automatique. Donc ce mode de fonctionnement pour les applications mobiles peut aussi, de manière très intéressante, fonctionner pour une application web, pour un site web. Par exemple, on a des sites web qui permettent de vendre des sites e-commerce qui ont besoin de se connecter sur des bases de données ERP. Donc pour ça, on peut avoir ce type d'architecture grâce à ces composants-là. Disons que les composants vous occultent la complexité
de développer toute cette partie-là. Vous vous occupez essentiellement de développer votre couche métier si besoin, bon, c'est la même, mais vous avez besoin de vous développer vos affichages, vos traitements, et vous vous occupez pas de savoir si, si la base de données elle est locale, si elle est centrale, c'est ça. Donc ce sont des composantes que j'utilise déjà dans mes différents projets qui fonctionnent bien. Je n'ai pas encore défini la méthode de propagation de l'offre, comment je veux définir l'offre. Donc voilà ce qui représente l'ensemble framework, Open Framework, et les frameworks que vous voyez en grisé qui sont les frameworks Microsoft Incorporation. Donc voilà pour aujourd'hui, puis j'espère que ça vous a ouvert pas mal d'idées, puis aussi pas mal d'esprit critique pour essayer de voir comment améliorer tout ça. Puis je suis à votre écoute, donc sur mon Discord, je pense que vous avez déjà le lien. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours me connecter, vous me contacter par LinkedIn, et donc ça me fera plaisir de vous aider. Merci et bonne journée.